Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. En ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Mais on commence d'abord avec un mot de météo. Voilà ce qui nous attend pour les prochains jours, pour le début de la semaine qui arrive. Du soleil, donc pour cette deuxième semaine de vacances de Pâques, mais surtout des nuages dans le ciel de la région qui vont ensuite apporter la pluie mardi et mercredi. Les températures, elles, vont progressivement remonter. Il fera 13 degrés au plus chaud de ce lundi, 14 degrés mardi après-midi et jusqu'à 15 degrés attendus pour mercredi. Une météo donc avec de la pluie, mais la préfecture du Nord a placé la quasi-totalité du département du Nord en alerte sécheresse, et ce jusqu'au 30 juin. Seul le littoral dunkerquois n'est qu'en vigilance sécheresse. Il y a donc de lourdes restrictions d'eau imposées pour préserver les nappes phréatiques. Il est par exemple interdit d'arroser les pelouses, jardins, terrains de sport, stades et golf de 9h à 19h. Il est aussi interdit de laver sa voiture ou de remplir les piscines de 9h à 19h. L'irrigation agricole est restreinte et les fontaines publiques doivent être fermées. C'est la première fois que de telles décisions doivent être prises si tôt dans l'année. Les 2 années précédentes, ces mesures étaient décidées en juillet et en août. Plus d'explications avec Lucie Lavaugier de la direction départementale des territoires et de la mer. Elle a été jointe par téléphone par Xavier Silly. Ce sont des niveaux de nappe qu'on mesure. On s'est regardé à chaque endroit si la nappe elle est inférieure à son niveau normal, c'est très inférieur ou pas. Donc il y a là en ce moment on a effectivement beaucoup de niveaux qui sont jugés très bas par le BRGM. Et donc ça peut être 1 mètre, 2 mètres, mais voilà, ça peut fluctuer de plusieurs mètres en fait en dessous du niveau normal, mais ça dépend vraiment des endroits. Ce que je peux vous chiffrer, ce serait le déficit pluviométrique qui atteint par endroit 29%, enfin quasiment 30% de la pluie normale, quoi. C'est-à-dire qu'il manque, il a plu quasiment un tiers de moins que ce qui pleut normalement sur la période de octobre à mars. Et c'est l'événement de ce dimanche, la 117e édition du Paris-Roubaix, une course mythique, née au 19e siècle et popularisée au 20e notamment, avec ses passages sur les pavés, d'où son surnom, l'enfer du Nord, pour des coureurs qui risquent la glissade à chaque instant. Lancée à pleine vitesse, une édition dont il est très difficile de pronostiquer un vainqueur. Peter Sagan, qui s'était imposé l'an dernier, vécu une saison plus compliquée cette année. Avant lui, le Belge Greg Van Avermaet, qui s'était imposé en 2017, est bien moins entouré. Du côté de la météo, c'est du soleil qui est donc annoncé, une édition qui s'annonce plus poussiéreuse que boueuse pour les coureurs. Et c'était lundi dernier, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et du Paris-Roubaix, faisait un repérage du parcours sur des pavés réparés pour l'occasion. Justement, Lucille Berthe-Constant l'a rencontré, lui a posé cette question: est-ce que ces réparations de pavés aseptisent la course? Écoutez sa réponse. N'hésitez pas à rouler ne serait-ce que 200 mètres sur un secteur pavé, vous comprendrez très bien. Non, Paris-Roubaix, c'est une course pleinement de son temps et en même temps qui n'a jamais été à la mode. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est complètement dans son époque, quelle que soit l'époque. C'est pas du tout aseptisé. Non, 257 km avec 54 km de secteur pavé, c'est pas quelque chose d'aseptisé et ça ne le sera jamais. Si Paris-Roubaix est la reine des classiques, c'est précisément parce qu'elle est différente de tout le reste. Vous savez, quand on va à l'étranger, loin d'ici, de temps à autre en Australie, on vous parle de 2 courses dans le monde, 2 courses cyclistes, on vous parle du Tour de France et de Paris-Roubaix. J'ai eu encore il y a quelques instants la confirmation d'un journaliste américain de Wall Street Journal qui me disait non, mais aux États-Unis, il y a le Tour de France et Paris-Roubaix et c'est tout. Donc Paris-Roubaix, c'est une légende. Et puis direction Onscott maintenant, où une décision qui vient d'être prise va faire des jaloux dans d'autres communes de la région. Vendredi dernier, lors du conseil municipal, le maire de la ville a décidé d'offrir des chèques carburant à ses concitoyens. Chèques qui seront distribués dès le 1er mai et de manière équitable, selon la distance du trajet domicile-travail. Ceux qui ont un boulot le plus près d'Onscott recevront une aide de 20 € et qui peut aller jusqu'à 80 € selon cette distance. Une opération pouvoir d'achat à Onscott qui a pu être financée grâce à un don de 100 000 € d'une association pour la commune. Hervé Saison, le maire d'Onscott, revient sur cette décision au micro de Marine Kijek. On va démarrer pour le colis de Pâques, donc pour les retraités, puisqu'on leur offre un colis à Pâques, et donc on va profiter de cette occasion pour doubler le chèque qu'on remet à cette occasion-là, qui bénéficiera aussi au commerce de la ville, notamment au marché hebdomadaire. Et puis ensuite, le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, nous remettrons ici même en mairie les médailles du travail. Et à cette occasion-là, nous allons lancer également le premier chèque carburant
notamment pour la personne qui est la plus éloignée de son domicile pour aller travailler. C'est quelqu'un qui travaille à Enghien-les-Bains. On passe maintenant à cette idée sortie. L'Europe célèbre cette année les 450 ans de la mort de Peter Bruegel l'Ancien. Alors pour lui rendre hommage, le musée de Flandre de Cassel propose une exposition sur les fêtes et les kermesses à son époque. Lui ne s'est inspiré de ces festivités que pour 4 tableaux, mais il fait partie des précurseurs de cette tendance artistique qui sera ensuite reprise par de nombreux artistes peintres flamands. Une liberté de création bien loin du classicisme qui animera donc la Flandre au XVIe et au XVIIe siècle. 91 toiles en tout sont rassemblées au musée de Flandre de Cassel, sans oublier des gravures ou encore des instruments de musique qui viennent soit de musées, soit de collectionneurs du monde entier. Rémi Desremaux s'y est rendu pour nous. On a des parcours ludiques pour les enfants, mais aussi pour les parents à partir de 4 ans, des parcours sensoriels et ludiques, mais aussi des ateliers d'art plastique que l'on propose tous les jours de la semaine pendant les vacances scolaires. Et même pour le public plutôt jeune et adolescent, on a un escape game qui est prévu pendant toute l'exposition. On a aussi des audioguides qui sont à disposition, on a aussi des cartels développés, vous pouvez regarder autour de vous, on a des cartels avec des photos, des détails de l'œuvre justement qui sont imprimés pour aller plus loin justement dans la compréhension du tableau. Et puis on termine cette édition avec un portrait. Connaissez-vous l'entreprise Eurovanille ? Elle est située à Gouy-Saint-André, entre Montreuil-sur-Mer et Hesdin. Et cette entreprise est l'un des leaders mondiaux de la vanille. Elle représente même jusqu'à 5 à 7% du marché mondial, soit entre 110 et 120 tonnes de vanille qui seront vendues cette année. Conditionnement, extraction, broyage des gousses en poudre ou en liquide et même vente de gousses entières, l'entreprise transforme ce produit de toutes les manières possibles. En tout, Eurovanille, ce sont 90 salariés basés sur 2 sites, avec donc celui de Gouy-Saint-André et l'autre se trouvant à Maresquel, le village situé juste à côté. Récemment, cette entreprise a investi 500 000 € pour un projet de serre de culture hors sol, où la vanille sera testée selon différents critères, comme l'explique Antoine de Grandrude, son ingénieur agronome, au micro de Louis Caillé. Ça fait partie de notre projet de recherche à plus grande échelle, à savoir par exemple développer de nouvelles variétés qui correspondent à des critères assez simples, comme la résistance aux maladies, notamment je pense à la fusariose qui est une maladie qui vraiment va empêcher beaucoup de production de vanille dans les pays tropicaux. Mais ça peut être aussi des plantes qui se comportent mieux vis-à-vis de certains problèmes climatiques, notamment on a besoin d'hivers froids pour que la vanille fleurisse. Le problème avec les modifications climatiques que l'on peut connaître aujourd'hui, on a parfois de mauvaises floraisons qui peuvent être associées à ça. Donc nous, c'est aussi une problématique qui nous intéresse. Évidemment, la troisième problématique, c'est de produire des variétés qui soient sur un plan aromatique un peu unique et qui puissent répondre aux attentes de nos clients. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en notre compagnie.